Avant même que l'Imperium ne sache donner un nom à ses propres terreurs, les premiers titans prenaient déjà forme comme des réponses à des problèmes dont aucune pensée humaine ne pouvait supporter toute l'étendue. Leur naissance ne commença ni dans la clameur des champs de bataille, ni dans les registres triomphants de la conquête, mais dans des manufactoria scellés où la logique était traitée comme un sacrement et où la matière était contrainte à une géométrie sainte. Dans le temps profond de l'ère des luttes, puis durant la lente reprise qui suivit, le Mechanicum comprit que l'échelle elle-même pouvait devenir doctrine, qu'un moteur marcheur pouvait être suffisamment vaste pour réduire le relief à une simple mesure, tout en demeurant gouverné par une conscience jamais entièrement machine et jamais vraiment sûre d'être humaine. Les fragments de Datalum conservés sous censure laissent transparaître une vérité plus inquiétante que les liturgies officielles. Celle qu'un titan n'est pas tant construit qu'intronisé. Chaque plaque et chaque conduit, disposés autour d'un centre absent où l'âme du moteur est invitée à résider. Entre le cœur plasma et les réseaux de contrôle persiste une pression métaphysique, comme si la forme matérielle avait été pensée comme un creuset destiné à retenir une présence qui, autrement, se répandrait dans l'immatérium. Les chroniques des Légios parlent d'assemblage, de bénédiction et d'activation, mais sous leur vocabulaire aseptisé demeure l'aveu que l'instant de l'éveil ressemble à une catastrophe tenue en laisse. Une volonté liée à la masse par des rites qui évoquent à la fois la chirurgie et l'exorcisme. Le princeps et les moderati ne sont pas de simples opérateurs, mais les variables humaines d'une équation instable, nécessaire parce que l'animus du colosse n'a jamais été conçu pour rester seul. Au fil des millénaires, chaque titan nouveau-né hérite des résidus de ceux qui l'ont précédé, une stratigraphie d'échos de guerre et d'impulsions à demi effacées, prisonnières d'une mémoire d'adamantium. Lire la naissance de ces dieux moteurs, même à travers des témoignages incomplets, revient à toucher du doigt la dépendance silencieuse de l'Imperium envers des créations qui brouillent la frontière entre technologie sanctifiée et communion interdite, et à comprendre que les titans ne furent jamais de simples armes, mais des legs d'une civilisation qui survécut en faisant marcher sa peur. Les premiers géants de schéma n'appartiennent pas à une date simple, mais à une zone trouble de l'histoire, où l'humanité ne possédait plus l'unité nécessaire pour se souvenir d'elle-même. On les retrouve à l'état de traces, dans des mentions disjointes que l'Adeptus Mechanicus conserve comme on conserve une matière radioactive, scellée et cataloguée, jamais pleinement exposée. Les premiers titans naquirent non comme des symboles, mais comme des solutions techniques issues d'un monde où les distances, les fortifications et la densité des menaces avaient cessé d'obéir aux proportions humaines. Avant que l'Imperium n'impose ses lexiques, le besoin d'un moteur marcheur de masse extrême s'insinuait déjà dans les logiques de survie, et ce besoin prit la forme d'architecture fonctionnelle, répétable, transmissible, ce que les archives martiennes décrivent sous le terme de schéma ou de patron, dont l'existence implique une science antérieure plus vaste que les cultes qui la revendiquent. La vérité, lorsqu'elle est approchée sans les ornementations liturgiques, indique que le titan originel fut d'abord une convergence de disciplines plutôt qu'un seul acte de génie. La thermodynamique y dictait le cœur, une gestion du plasma et des champs de confinement si exigeante qu'elle ne pouvait être tolérée que par des systèmes redondants, des sécurités empilées comme des couches d'os. La mécatronique y imposait les articulations, non pour imiter l'homme par esthétisme, mais parce que la démarche bipède distribuait une charge colossale sur des points contrôlables, permettant à la masse de traverser des terrains brisés, là où les plateformes chenillées s'engloutissaient. La théorie des matériaux y pesait de tout son poids, car l'adamantium, les céramites et leurs alliages n'étaient pas seulement choisis pour résister, mais pour garder une mémoire structurale, une façon de plier sans céder, de vibrer sans se disloquer, de supporter les cycles thermiques d'un réacteur qui respire comme une étoile captive. Les premiers schémas, dans ce qu'ils laissent deviner, furent des réponses à ces contraintes, des formes d'équations gravées dans la production. Pourtant, un titan ne se réduit jamais à ses masses et à ses bilans. Dès les premières attestations, une anomalie apparaît, discrète dans les textes, comme un défaut volontaire.
Les schémas n'expliquent pas tout, ou plutôt, ils indiquent qu'une part essentielle ne peut être décrite qu'en négatif, par ce qui manque. Il existe, au cœur de ces machines, un espace de commandement qui n'est pas seulement un poste de pilotage, mais une interface où l'intention humaine devient un signal acceptable pour une structure trop vaste, pour être conduite comme un véhicule ordinaire. Les premiers géants de schémas exigèrent très tôt une médiation, une traduction entre la pensée et la mécanique. Et cette exigence suggère que la complexité de la bête ne tenait pas uniquement à sa taille, mais à l'architecture même de ses systèmes décisionnels. Les manuscrits plus tardifs nommeront cela l'amorce du trône mechanicum, mais l'idée le précède, comme une cicatrice avant le couteau officiel. Ce que l'on appelle schéma, dans la terminologie impériale, n'est pas un simple plan. C'est une autorisation du réel, une preuve qu'une forme peut exister sans contredire les lois connues et qu'elle peut être reproduite avec une fidélité suffisante pour survivre à l'érosion des siècles. Le titan, dès son apparition, fut donc aussi un objet de transmission, conçu pour traverser les pertes de savoir. Les premiers géants, selon les fragments les plus anciens, ne portaient pas encore les noms des légios, ni les livrets codifiés, ni les généalogies de campagne. Ils existaient dans une neutralité presque clinique, comme des instruments. Cette absence d'identité est peut-être le trait le plus révélateur, car elle précède la sacralisation. Elle indique un moment où l'humanité fabriquait encore des merveilles sans les entourer immédiatement d'encens, où la nécessité primait sur le symbole avant que la peur de la perte n'oblige à transformer la technique en culte. Dans les ruines documentaires de l'âge des luttes, il est difficile de discerner si ces titans furent conçus pour protéger des enclaves, briser des cités fortifiées ou simplement imposer une stabilité là où tout glissait vers l'entropie. Les sources divergent par omission plutôt que par contradiction. Certaines parlent de mondes où l'atmosphère elle-même était toxique de débris, où les tempêtes électromagnétiques rendaient les communications erratiques et où la seule autorité possible était celle qui marchait en vue directe. D'autres laissent entrevoir des environnements industriels effondrés, des agglomérations de métal et de béton, où des machines plus anciennes, sans maître, continuaient à fonctionner, hostiles par inertie. Dans ces conditions, un géant de schéma n'était pas une extravagance, mais une forme de présence, une géométrie mobile, capable de porter capteurs, armes, blindages, et surtout une décision centralisée, protégée dans une coque. Le caractère terrifiant de cette naissance ne réside pas dans la hauteur des silhouettes, mais dans le compromis qu'elles imposent. Pour qu'un titan soit possible, il faut accepter une concentration extrême de ressources, d'énergie et de savoir dans un seul corps, et donc accepter qu'une seule perte devienne une hémorragie civilisationnelle. Les premiers schémas témoignent d'une époque prête à ce risque, soit par désespoir, soit par confiance dans une maîtrise désormais disparue. Chaque géant de schéma implique des chaînes d'approvisionnement, des forges capables de tolérances impossibles, des rites de maintenance qui, à l'origine, furent peut-être de simples procédures. En vieillissant, ces procédures se figèrent en liturgie, non par superstition naïve, mais parce que l'oubli transforma l'explication en geste, et le geste en loi. Ainsi, la première vérité à extraire de ces fragments est que les titans commencèrent comme une forme de mémoire appliquée, un savoir rendu massif pour résister à l'effacement. Ils furent des architectures de survie, mais aussi des coffres, contenant dans leur structure la preuve qu'une humanité plus savante avait existé. Cette preuve, l'impérium la porte encore, sans toujours la comprendre, comme on porte un os ancien sous une peau nouvelle. Et lorsqu'on suit la piste des schémas, elle conduit inévitablement vers un lieu où la mémoire est gardée comme une propriété sacrée, là où les premiers patrons furent enfouis, triés et rebaptisés dans les profondeurs qui entourent la planète rouge, derrière des portes qui n'ont jamais cessé de se refermer. Les cryptes sous la planète rouge ne sont pas décrites comme un lieu, mais comme une condition. Mars, dans la mémoire impériale, demeure une surface de forge et de cendres, striée d'antiques cicatrices, mais son véritable volume se trouve en dessous, dans des kilomètres de chambres pressurisées, de galeries vitrifiées et de sanctuaires de données où la poussière elle-même semble classée.
Là, l'histoire des titans cesse d'être une suite d'inventions et devient un phénomène de conservation, comme si l'Adeptus Mechanicus avait compris très tôt que le savoir n'est pas une chose que l'on possède, mais une chose qui s'échappe, et que la seule victoire durable consiste à ralentir la fuite. Les archives les plus anciennes associent la naissance des God Machines à ces profondeurs, non parce que Mars aurait été leur unique origine, mais parce que Mars devint le premier endroit où leur possibilité fut stabilisée, codifiée et gardée contre l'oubli. La planète rouge survécut à l'âge des luttes en se repliant sur ses infrastructures et sur une culture déjà orientée vers la vénération de la technique. De ce repli naquit une forme de souveraineté interne, une hiérarchie de forges et de prêtres ingénieurs, dont le langage mélangeait la mesure et la prière jusqu'à les rendre indissociables. Dans ce cadre, les schémas des titans furent traités comme des reliques, mais cette relique n'était pas un simple objet symbolique. Elle était un modèle de fabrication dont la moindre altération pouvait conduire à l'échec catastrophique, et donc à la disparition d'un savoir irréversible. Les cryptes devinrent ainsi des organes de mémoire, où les données étaient protégées par la redondance, la segmentation et la restriction rituelle, autant de stratégies techniques recouvertes de sacralité pour les rendre socialement inviolables. Ce que la théologie appelait tabou correspondait souvent à une précaution logique, une manière de réduire la probabilité humaine d'erreur. Les récits internes au Mechanicum, plus tard adoptés puis réinterprétés par l'Imperium, évoquent des voûtes où reposent des fragments d'S.T.C., des bibliothèques de modèles standardisés hérités d'une humanité disparue. Il serait inexact de prétendre que Mars possédait l'intégralité de ce patrimoine, car l'âge des luttes l'avait dispersé en éclats, et l'essentiel fut perdu. Mais même un éclat suffit à réorienter une civilisation entière. Les cryptes martiennes, dans cette perspective, ne contenaient pas seulement des plans. Elles contenaient des méthodes, des enchaînements de production, des tolérances, des logiques de maintenance qui transformaient une idée en objet reproductible. La légende parle de découvertes soudaines, de portes ouvertes après des siècles, mais l'étude des habitudes du Mechanicus suggère plutôt une lente extraction, un travail de décodage, où chaque ligne comprise devait être confirmée par l'expérience, puis verrouillée à nouveau. Le Titan, dans ce contexte, fut moins inventé que reconstruit à partir de possibilités anciennes. Les forges de Mars n'eurent pas à imaginer ex nihilo la marche, le blindage ou la projection de puissance. Elles durent rendre compatible un héritage fragmentaire avec les contraintes d'une époque appauvrie. Cela produisit des compromis structurels et ces compromis furent ensuite sanctifiés comme des dogmes. Les premières reconstructions durables de châssis titaniques exigèrent une discipline industrielle que peu de monde pouvait offrir. Les matériaux devaient être raffinés, sans impureté, les microfractures détectées avant qu'elles ne deviennent des failles, les champs de confinement ajustés avec une précision qui frôlait la superstition, non parce qu'elle était irrationnelle, mais parce que l'erreur ici ne se révélait qu'au moment où il était trop tard pour la corriger. La sacralisation servait à ralentir les mains, à imposer la répétition, à faire de la prudence une vertu religieuse. Dans les cryptes, on trouve aussi la trace d'une autre nécessité, plus subtile, liée à la psychologie de ceux qui manipulent une puissance si concentrée. Une machine colossale attire l'orgueil comme une masse attire la gravité. Le Mechanicus, dès ses premiers siècles, comprit qu'un titan ne devait pas être accessible comme un simple outil, sous peine de devenir l'objet d'une appropriation personnelle, d'un seigneur de forge, d'une faction, d'une dérive. La restriction de l'accès au schéma, la compartimentation des connaissances, le cloisonnement des tâches dans des ordres spécialisés limitaient la possibilité qu'un seul individu puisse posséder le tout, et donc limiter la tentation de réécrire l'usage de la machine selon un désir singulier. Cette architecture sociale de la fabrication, présentée comme tradition, avait la froide efficacité d'un mécanisme de sécurité. Les cryptes sous Mars fonctionnaient alors comme une matrice où se formaient non seulement des machines, mais des lignées institutionnelles. Les premiers noyaux de ce qui deviendraient les Legio Titanicus prirent racine dans des alliances entre forges,
dans des chaînes de serment où la capacité de produire un châssis, de l'armer, de le nourrir en énergie et de l'entretenir sur des décennies était partagée entre plusieurs entités. Chaque titan devenait ainsi un investissement collectif, un objet dont la possession ne pouvait être simple et dont la naissance engageait des générations. Les archives parlent de maisons, de lignées et de droits, mais ces termes recouvrent une réalité matérielle. Sans les cryptes, sans leurs stocks, sans leurs banques de données et leurs ateliers d'essai, la continuité serait impossible. La planète rouge n'offrait pas seulement des plans, elle offrait la permanence. La part la plus inquiétante, toutefois, n'est pas dans l'ampleur des installations, mais dans la nature du secret lui-même. À mesure que l'on descend dans ces niveaux supposés, la frontière entre conservation et interdiction se brouille. Les mêmes portes qui protègent les schémas protègent aussi ce que le Mechanicus refuse de nommer. Des technologies dont la simple connaissance pourrait entraîner des schismes ou attirer l'attention de forces que l'Imperium préfère maintenir à distance. Il est admis, même dans les textes prudents, que toutes les données récupérées ne sont pas exploitées et que certaines sont enfermées, non parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles ne peuvent être intégrées sans coût spirituel et politique. La naissance des titans, dans cette lecture, est déjà une sélection morale, un choix de ce qui peut être rendu marcheur sans faire s'effondrer l'édifice dogmatique. Ainsi Mars, par ses cryptes, ne fournit pas seulement le théâtre initial de la renaissance titanique. Elle impose à cette renaissance une forme, une lenteur, une gravité. La machine géante devient un produit d'archives autant que de métal, un objet dont l'existence dépend de portes, de sceaux, de protocoles et d'une culture entière dédiée à la conservation. Et dans la poussière rouge de ces profondeurs, la question cesse d'être celle de la puissance, pour devenir celle de l'origine réelle des schémas, de la manière dont ils furent retrouvés et de ce qu'ils contenaient avant d'être purifiés en doctrine, dans ces fragments d'archéotechnologie où l'ancien monde, encore, continue de respirer. L'archéotechnologie et le calcul perdu ne se présentent jamais comme une révélation intacte, mais comme un ensemble de restes dont l'ordonnancement même est une forme de pouvoir. Dans l'Imperium, les objets de l'âge de la technologie sont rarement compris selon leur intention première. Ils sont compris selon leur capacité à être maintenus, reproduits et intégrés à un monde qui ne possède plus l'infrastructure mentale pour les expliquer sans détour. Le Titan, dans cette continuité brisée, se situe à l'intersection la plus dangereuse entre ce qui fut conçu pour une humanité sûre d'elle-même et ce qui subsiste dans un empire qui a appris à survivre en réduisant ses questions. Les schémas martiens, quelles que soient leurs origines exactes, ne décrivent pas seulement des formes. Ils trahissent une mathématique d'arrière-plan, un calcul total qui reliait l'énergie, la matière, la cognition et le vide dans une cohérence aujourd'hui perdue. La difficulté commence avec la notion même de standard template construct, non comme relique mythique, mais comme principe. Un STC, dans sa forme idéale, n'était pas un simple manuel, mais un système adaptatif capable de générer des solutions techniques compatibles avec des environnements variés, en tenant compte des ressources disponibles et des contraintes locales. Cela implique une rationalité distribuée, une intelligence d'ingénierie incorporée dont l'Imperium n'a conservé que les échos. Les titans, tels qu'ils sont produits à l'ère impériale, semblent porter la marque de ces solutions génératives, mais figées, comme si une formule autrefois vivante avait été pétrifiée en diagramme. Les forges savent suivre les tracés, calibrer les pièces, répéter les séquences. Elles ne savent plus pourquoi certaines variables doivent être ainsi, ni ce que permettaient les paramètres maintenant absents. Le calcul perdu est donc moins une absence de données qu'une absence de contexte, ce qui rend chaque reproduction fidèle et pourtant appauvrie. Dans les fragments techniques accessibles, on devine des zones où la compréhension s'interrompt et où la liturgie commence. Des systèmes de contrôle du plasma sont décrits avec des précisions presque modernes, tandis que des modules de traitement cognitif, des interfaces de synchronisation ou des architectures de sauvegarde de la personnalité machine
sont entourés de formules sacrées, comme si la langue du Mechanicus servait à masquer l'incomplétude. La même structure apparaît dans la métallurgie avancée. L'impérium sait produire l'adamantium, mais il en conserve certaines recettes comme des mystères, non parce qu'elles relèvent du merveilleux, mais parce qu'elles reposent sur des catalyses et des conditions que l'on ne peut plus reconstituer sans l'appui d'instruments disparus. Le résultat est une science qui fonctionne à la manière d'un rite, chaque geste assurant la répétition d'un effet sans garantir sa compréhension. Les titans offrent un exemple rare de cette survivance, parce qu'ils exigent un enchaînement complet, de l'extraction à l'assemblage, du stockage d'énergie à la stabilisation thermique, de la transmission de commandes à la réponse des actuateurs. La moindre rupture dans cette chaîne ferait du colosse une statue. Or, les titans marchent, et cette simple réalité suggère que l'impérium a conservé une portion exceptionnelle du calcul nécessaire, tout en perdant le langage pour l'exprimer autrement que par la vénération. Les ordres d'ingénierie martiens ont développé des méthodes de test, des bancs d'essai, des calibrations. Mais ces pratiques se heurtent à un plafond invisible, là où les principes fondamentaux, autrefois accessibles, se sont dissous. Les magos peuvent mesurer, mais pas dériver. Ils peuvent maintenir, mais rarement innover sans être suspectés d'hérésie technologique. Ce caractère suspect révèle une autre dimension du calcul perdu, sa proximité avec les interdits. Les époques antérieures à l'impérium, dans certaines reconstructions, auraient employé des intelligences artificielles véritables, des systèmes capables d'interprétation autonome et de modification de leurs propres architectures. La révolte des Men of Iron, quelle que soit sa forme exacte, devint un traumatisme fondateur, et l'interdit impérial sur les abominables intelligences transforma tout ce qui ressemble à une cognition non humaine en objet d'effroi. Les titans, cependant, ne peuvent être de simples automates. Leur coordination, leur équilibre, leur gestion de capteurs et de sous-systèmes réclament une couche décisionnelle qui dépasse la mécanique brute. Le Mechanicus contourne cette contradiction par la notion d'esprit-machine, formulation métaphysique qui permet d'admettre une complexité sans reconnaître une intelligence au sens proscrit. Là se loge une vérité terrifiante, non criée mais persistante. Les titans demeurent des descendants fonctionnels d'une lignée technologique où la pensée artificielle fut un outil ordinaire, et leur existence actuelle n'est rendue acceptable que par un voile doctrinal. Dans les cryptes, le calcul perdu est aussi une économie du manque. Certains composants ne peuvent plus être fabriqués que sur des mondes précis, par des lignées d'artisans et de serviteurs spécialisés, avec des machines-outils dont l'origine est parfois antérieure à l'impérium lui-même. Les tolérances exigées pour certains assemblages suggèrent l'usage ancien de procédés de fabrication plus fins, possiblement autocorrectifs, aujourd'hui remplacés par une accumulation de contrôles humains et de rites de vérification. Chaque substitution, chaque contournement ajoute du poids, de la complexité et une nouvelle couche de dépendance. Le titan impérial est donc un palimpseste industriel. Sous sa forme sacrée se trouve une tentative continue de compenser l'absence d'un calcul originel. Ce qui est conservé, en revanche, l'est avec une obsession quasi biologique. Les données de construction sont copiées, fragmentées, réparties entre ordres, scellées derrière des protocoles de pureté. Les variantes de schéma sont comparées comme on compare des génomes, à la recherche de corruption, d'innovations non autorisées ou de dérives dues au temps. Dans certains cas, ces dérives sont acceptées, puis baptisées d'un nom, intégrées comme modèle ou pattern, mais toujours sous la surveillance d'une orthodoxie qui préfère la continuité à la découverte. Le calcul perdu devient alors une frontière politique. Celui qui prétend le retrouver menace l'équilibre même du Mechanicus, car retrouver la cause, c'est retirer au rite sa nécessité. Ainsi, l'archéotechnologie qui sous-tend la naissance des titans n'est pas seulement une collection d'outils anciens, c'est la preuve que l'impérium marche sur des fondations qu'il ne sait plus lire. Chaque titan assemblé est une traduction imparfaite d'une langue disparue, une phrase immense écrite en métal et en champ magnétique, prononcée sans compréhension totale, mais répétée parce que l'oubli a rendu la répétition sacrée.
Et lorsque l'on suit cette phrase jusqu'à sa source, elle mène moins à un atelier qu'à une idée plus vaste, celle d'une énergie domestiquée à l'échelle du colossal, d'un cœur de plasma tenu en respect, où la force motrice elle-même fut contrainte de devenir organe, dans l'étape suivante du fragment. La force motrice rendue colossale ne se comprend pas comme une métaphore, mais comme une discipline imposée à l'invisible. Dans la pensée du Mechanicus, toute énergie est une manifestation du motif force, et toute machine est un arrangement de canaux destiné à la guider sans la laisser se dissiper. Le Titan, par son échelle, révèle la nature véritable de cette croyance, car il exige un régime énergétique qui ne tolère pas l'approximation. Là où un char ou une installation fixe peut masquer ses pertes par la redondance et la facilité de remplacement, un dieu moteur doit porter sa propre étoile interne, la contenir, la refroidir et convertir son excès en mouvement, en alimentation de système, en stabilité. La naissance d'un titan commence donc, d'un point de vue matériel, par l'acceptation d'un problème thermodynamique qui frôle l'impossible. Maintenir un cœur plasma en fonctionnement dans une coque mobile, en conservant une marge de sécurité malgré les chocs, les vibrations, l'usure et la variabilité des conditions planétaires. Les archives techniques accessibles évoquent des réacteurs titaniques comme des cœurs de plasma confinés, où des champs magnétiques et des structures de contenement tiennent la matière ionisée loin des parois. La comparaison, souvent faite à demi-mot avec les réacteurs de vaisseaux ou les grands générateurs des cités-forges, est trompeuse, car le Titan n'a pas l'inertie d'une station. Il marche, il se réoriente, il subit des accélérations et des forces latérales. Il impose à ses systèmes de confinement une plasticité contrôlée. Les ingénieurs prêtres parlent alors de stabilité avec une prudence particulière, car la stabilité n'est jamais acquise, seulement entretenue. Chaque boucle de champ, chaque convertisseur, chaque échangeur thermique est conçu comme un organe de survie, et l'ensemble ressemble moins à une centrale qu'à une physiologie artificielle, avec ses rythmes, ses seuils, ses crises silencieuses. Le caractère terrifiant n'est pas dans l'intensité de l'énergie, mais dans sa proximité constante. Dans un titan en gestation, avant même que le châssis ne soit scellé et béni, l'activation du cœur exige des séquences progressives, des montées en puissance, où l'on écoute la machine comme on écoute un corps malade. Les relevés vibratoires, les signatures électromagnétiques, les gradients thermiques deviennent des présages interprétés avec une précision qui, dans d'autres contextes, serait appelée simple instrumentation. Ici, l'instrumentation est enveloppée de rites, parce que le rite impose le calme, ralentit la main et protège contre la tentation d'accélérer un processus qui n'obéit pas à la volonté humaine. L'énergie colossale n'est donc pas seulement produite, elle est socialement contenue, enfermée dans une série de comportements qui réduisent la probabilité de la faute. Ce cœur n'alimente pas seulement la locomotion. Il nourrit des couches entières de systèmes qui, à cette échelle, deviennent eux-mêmes des mondes internes. Actuation des articulations, cerveau moteur, stabilisateurs gyroscopiques, capteurs multispectraux, système de refroidissement distribué, champ déflecteur lorsque le pattern en est doté, et surtout les réseaux de contrôle qui coordonnent l'ensemble. L'énergie doit être distribuée sans provoquer de déséquilibre. Et le Titan, en cela, ressemble à une cité mobile dont les quartiers réclament chacun leur tension, leur fréquence, leur protection contre les surtensions. Les textes du Mechanicus décrivent des artères de puissance, des conduits capables de supporter des intensités qui feraient fondre une infrastructure de moindre ampleur. La masse de ces conduits, leur blindage, leur isolation, ajoutent à la sensation que le Titan est une cathédrale où l'électricité tient lieu de sang. Il existe toutefois une dimension que les documents traitent avec une réserve plus marquée, l'interaction entre le régime énergétique et l'animus de la machine. Les plus anciennes doctrines admettent que la puissance n'est pas neutre, qu'elle imprime au système une forme de tempérament. Un réacteur n'est pas seulement une source, il est un rythme, un grondement de fond qui influence les circuits de réponse, l'alignement des cerveaux,
la sensibilité des capteurs. Dans les châssis titaniques, cette influence devient suffisamment complexe pour être interprétée comme une personnalité naissante, ce que l'on nomme esprit-machine. La force motrice colossale, en traversant des réseaux saturés de mémoire et de routine, peut amplifier des comportements non prévus, des préférences, des résistances. Les technoprêtres parlent alors d'apaisement, de concorde, de bonne humeur du moteur, autant de termes symboliques qui traduisent une réalité. À ce degré d'intégration, le système cesse d'être purement déterministe aux yeux de ses gardiens, car trop de variables se superposent pour être vues comme un simple mécanisme. Dans la gestation d'un titan, la mise en place du cœur et des distributeurs de puissance précède souvent l'installation définitive de certaines sections d'armure, précisément parce que l'accès aux systèmes vitaux est nécessaire durant les phases de test. Cette période est un entre-deux, où la machine n'est ni inerte ni pleinement née. Elle est un assemblage sous tension, vulnérable aux impuretés, aux micro-fissures, aux erreurs de calibration, mais aussi aux perturbations immatérielles que l'Imperium préfère évoquer sans les nommer. Mars et les mondes Forge ont appris, au fil des millénaires, que des anomalies statistiques accompagnent parfois les montées en puissance, des défaillances qui ne se répètent pas de manière mécanique, comme si quelque chose, dans la complexité même du colosse, attirait des interférences. Cette prudence, inscrite dans les procédures, donne à la naissance énergétique du Titan une atmosphère de seuil, comme si l'on ouvrait une porte sur un espace où la matière et l'intention se touchent de trop près. Les grands réacteurs titaniques, enfin, imposent une dette. Ils exigent des isotopes, des composants rares, des chambres de confinement fabriquées selon des tolérances héritées du passé. Chaque activation consomme la durée de vie d'éléments que l'on ne sait pas toujours remplacer. Ainsi, la force motrice rendue colossale n'est pas seulement une prouesse, c'est une forme de dépense civilisationnelle continue. Le Titan marche parce que des mondes entiers acceptent de détourner des ressources vers son cœur, de maintenir une chaîne d'approvisionnement qui traverse l'Imperium comme une veine fragile. Cette dépendance explique la révérence, mais elle en révèle aussi le noyau sombre. La machine est vénérée parce qu'elle est coûteuse, et elle est coûteuse parce qu'elle est indispensable. En suivant cette logique, la naissance d'un titan apparaît comme un processus où l'énergie, avant même d'être convertie en puissance visible, doit être traduite en stabilité. Ce travail de traduction repose sur des savoirs fragmentaires, des procédures ritualisées et des architectures héritées. Derrière la grandeur des châssis se trouve la modestie d'un fait. Sans les échos de certains modèles anciens, sans des fragments de code et de schémas que l'on ne comprend plus entièrement, le cœur ne pourrait pas être tenu. Et ces fragments, ces restes d'une langue technique disparue, se manifestent parfois sous leur forme la plus pure, non dans le métal, mais dans les séquences elles-mêmes, dans les routines codées que l'on récite comme des prières, échos de STC conservés dans le code brisé. Les échos de STC dans le code brisé subsistent comme des fossiles logiques, incrustés dans les systèmes titaniques avec une fidélité qui dépasse la compréhension de ceux qui les entretiennent. On les appelle prières d'activation, litanies de calibration, cantiques de synchronisation, mais, sous ces appellations, il demeure une réalité plus austère, des séquences opératoires et des routines de contrôle héritées d'une époque où la connaissance se transmettait sans superstition et où l'interface entre l'homme et la machine n'était pas un sanctuaire, mais un outil. La terreur silencieuse de ces fragments vient de leur persistance. Ils fonctionnent encore, après des millénaires d'érosion culturelle, comme si une intelligence ancienne avait écrit dans la matière des instructions destinées à survivre à l'oubli de ses lecteurs. Dans les architectures de Titans, le code n'est pas seulement une abstraction. Il est incarné dans des cogitateurs, des banques de mémoire, des noyaux de contrôle qui ont été recopiés, réparés, parfois amputés, puis renforcés par des couches successives de correctifs. Chaque monde forge possède ses variantes, ses habitudes de compilation, ses protocoles de pureté. Pourtant, au centre, on retrouve des invariants, des structures identiques d'un pattern à l'autre.
comme des phrases immuables dans des dialectes divergents. Les magos interprètent ces invariants comme des signatures de l'orthodoxie, des preuves que la lignée n'a pas été corrompue. Mais une lecture plus froide suggère autre chose. Ces blocs sont des vestiges STC, des modules conçus pour être robustes, réutilisables et surtout tolérants aux pertes partielles. Ils étaient en effet pour continuer à produire des résultats, même lorsque les conditions idéales n'étaient plus réunies. Le code brisé se manifeste souvent par la nécessité de la répétition. Les rites imposent de vérifier 3 fois, de confirmer par plusieurs voix, de réciter des séquences à voix basse dans les sanctuaires de données. Ces habitudes ne sont pas seulement des traditions, elles compensent l'impossibilité de prouver formellement la cohérence de systèmes devenus trop complexes pour être compris dans leur totalité. La couche STC, si elle existe telle qu'on la devine, fut initialement pensée pour dialoguer avec des environnements de diagnostic avancés, des outils capables d'inspecter l'état interne des modules et d'en déduire des corrections. L'Imperium, privé de ces outils ou de leur compréhension complète, remplace le diagnostic par la procédure. Là où une machine ancienne aurait signalé une divergence et proposé une réallocation, l'Adeptus Mechanicus répète, compare, écoute les variations de signature électrique et interprète l'écart comme un signe. La logique s'est déplacée du calcul vers l'observance. Dans le Titan, ce code brisé ne sert pas seulement à faire fonctionner des pièces. Il sert à contenir une complexité qui, autrement, produirait de l'incohérence. La coordination d'un dieu moteur exige une orchestration permanente. Équilibre dynamique, compensation d'inertie, synchronisation des cerveaux, arbitrage entre les demandes concurrentes d'énergie, filtrage de capteurs saturés par le bruit, maintien des contraintes mécaniques dans des seuils sûrs. Ces tâches, à l'échelle titanique, ne peuvent être résolues par de simples boucles mécaniques. Elles nécessitent des architectures décisionnelles hiérarchisées, des priorités, des modes dégradés, des modèles internes. Dans un âge de pleine compréhension, ces architectures auraient été décrites comme des logiciels avancés. Dans l'Imperium, elles deviennent un domaine où l'on parle d'esprit-machine, car l'ancienne terminologie impliquerait des analogies trop proches des intelligences prohibées. La manière dont le Mechanicus traite ces systèmes révèle une prudence presque médicale. On ne modifie pas un module de contrôle titanique. On le purifie, on l'harmonise, on le restaure. Le vocabulaire masque une réalité. L'innovation est dangereuse parce qu'elle détruit la continuité. Les titans sont maintenus par compatibilité avec leur propre lignée. Chaque changement non autorisé peut introduire une incompatibilité subtile, un décalage entre sous-systèmes, un conflit de priorité qui ne se manifeste qu'au moment de la charge maximale. Les ateliers de données conservent donc des bibliothèques de versions, des empreintes de mémoire, des fragments de code archivés comme des généalogies. La corruption n'est pas seulement un bug, c'est une hérésie parce qu'elle menace la répétition, et la répétition est la seule preuve que l'Imperium possède encore de la validité de ses méthodes. Il existe, dans certaines sources, la mention de langues mortes, de programmation, de syntaxe que plus personne ne sait écrire, mais que l'on sait encore exécuter. Les prêtres donnés apprennent à reconnaître des motifs, à identifier des blocs par leur forme plutôt que par leur sens, à les déplacer comme on déplacerait des reliques sans connaître le contenu du reliquaire. Cette relation est profondément asymétrique. La machine conserve la capacité d'interpréter des instructions que l'homme ne peut plus formuler. La naissance d'un titan implique alors un moment où ces instructions sont réveillées, où des séquences dormantes sont appelées, où le système exécute un ordre dont personne ne peut reconstruire entièrement la raison. C'est ici que la peur s'insinue. Si le code est un héritage, il est aussi une autorité, et son fonctionnement impose une dépendance qui ressemble à une soumission. Ces échos de STC ne sont pas isolés. Ils interagissent avec les couches ajoutées par des millénaires de dogmes techniques. L'Imperium a superposé des contrôles, des verrouillages, des surveillances, des signatures de pureté. Chaque ajout vise à empêcher l'imprévu, mais chaque ajout accroît la complexité, et donc l'opacité. Le Titan devient un empilement de générations logicielles, certaines issues d'une rationalité perdue,
d'autres d'une prudence religieuse, toutes coexistant dans une architecture où l'origine de chaque commande peut être difficile à retracer. Dans cet empilement, la notion même de responsabilité se dilue. Quand un comportement anormal apparaît, on le décrit comme une humeur du moteur, un souvenir de bataille, une volonté ancienne. Ce langage permet de supporter l'idée que la causalité, parfois, n'est plus accessible. Ainsi, la naissance titanique, à ce stade, apparaît comme une résurrection de code autant que de métal. Les schémas donnent des formes, la force motrice donne une pulsation, mais ce sont ces fragments logiques, ces routines brisées mais persistantes, qui permettent à l'ensemble de se tenir sans s'effondrer en contradiction. Leur présence, paradoxalement, rapproche le titan de l'organisme. Il possède des réflexes, des réponses intégrées, des modes de survie inscrits avant toute décision humaine consciente. Et plus on suit ces réflexes vers leur source, plus on approche des lieux où la matière elle-même est préparée pour les recevoir. Dans des ateliers qui ressemblent à des matrices, des ventres industriels, où l'adamantium et la céramite sont façonnés avec une rigueur si ancienne qu'elle en devient sacrée, dans ces wombs d'adamantium et rites de forge qui attendent le fragment suivant. Les matrices d'adamantium et les rites de forge appartiennent à une temporalité lente où la fabrication est moins un acte qu'une continuité. Les titans naissent dans des halls dont l'architecture semble conçue pour survivre au siècle et où la production n'est pas mesurée seulement en pièces, mais en fidélité. L'adamantium, dans les textes de l'Adeptus Mechanicus, est décrit comme une matière d'endurance absolue, mais sa véritable nature, telle qu'on peut l'inférer, réside dans la difficulté de son élaboration. Ce n'est pas un métal unique, mais une famille d'alliages et de structures composites dont la résistance dépend de la pureté, de la microstructure et du traitement. Autant de paramètres qui exigent une maîtrise industrielle rarement reproductible, hors des mondes forges majeurs. Les matrices, au sens le plus concret, sont les moules, les presses, les gabarits et les dispositifs de contrôle qui imposent à la matière une forme et une densité précises. Au sens plus profond, elles sont des systèmes culturels qui imposent à ceux qui forgent un rythme, une discipline et une humilité. La gestation d'un châssis titanique commence souvent par des éléments que l'on pourrait juger ingrats, poutrelles internes, cadres de contraintes, anneaux d'articulation, logements de câbles et d'os de cerveau. Ces pièces, invisibles une fois l'armure posée, déterminent pourtant la longévité de l'ensemble. Les archives martiennes insistent, par leur silence même, sur l'idée que la défaillance d'un titan naît rarement d'un défaut visible. Elle naît d'une imperfection microscopique qui se propage lentement, amplifiée par les cycles thermiques du réacteur et les stress répétés de la marche. Les rites de forge, en apparence religieux, répondent à cette réalité. La répétition, la purification, le contrôle par étapes, tout cela réduit la probabilité d'un défaut latent. Les encens et les sceaux ne sont pas seulement des symboles. Ils marquent des seuils de procédure, des points où l'on s'arrête, où l'on mesure, où l'on refuse de poursuivre tant que l'alliage n'a pas prouvé sa conformité. L'adamantium destiné au titan n'est pas seulement résistant, il est choisi pour sa stabilité sous contrainte prolongée. Les pièces doivent conserver leur géométrie malgré la chaleur, le froid et la tension mécanique. Les articulations en particulier sont des lieux de vérité. Elles concentrent les forces et trahissent immédiatement la médiocrité d'une fabrication. Les anneaux porteurs, les pivots, les systèmes d'amortissement, tout cela doit supporter des charges qui écraseraient des machines ordinaires. La précision est donc impérative, mais l'impérium ne dispose pas toujours d'une chaîne instrumentale suffisante pour garantir cette précision par la seule mesure. Il compense par la tradition. Les mêmes gabarits utilisés pendant des millénaires, les mêmes séquences de chauffage, les mêmes bains, les mêmes cycles, transmis comme des prières parce qu'ils ont prouvé leur efficacité. La science s'est cristallisée en rituel, non par dégradation complète, mais par adaptation à un monde où la preuve est plus rare que la peur de l'erreur. Les rites incluent aussi une dimension de traçabilité.
Chaque lingot, chaque plaque, chaque élément majeur d'un titan est marqué, inscrit, parfois doté d'un identifiant de forge qui le rattache à un lot, à un atelier, à une lignée de production. Ce marquage répond à une exigence de mémoire. Lorsqu'un défaut apparaît, il faut remonter la chaîne, isoler l'origine, empêcher que la corruption ne se reproduise. Dans un impérium où l'information circule lentement et où la politique interfère avec la technique, cette traçabilité devient une forme de défense. Les forges protègent leur réputation comme elles protègent leurs secrets, et la naissance d'un titan engage ce capital symbolique. Un châssis qui faillit est une honte, mais aussi un indice que quelque chose, dans la matrice, s'est altéré. Les rites, ici, servent à faire du contrôle qualité un acte public et sacré, afin que nul ne puisse le contourner sans commettre une transgression visible. La céramite, les composites thermorésistants, les isolants, les fibres conductrices, tout cela participe de la même logique. Les titans ne sont pas des blocs homogènes. Ils sont des assemblages stratifiés où chaque couche répond à une fonction. Dissiper la chaleur, détourner les impacts, isoler des champs, guider des signaux, amortir des vibrations. La forge doit donc maîtriser non seulement la forme, mais l'interface entre les matériaux, car c'est souvent là que naissent les fractures. Les textes parlent de liaison et de serment entre couches, langage symbolique qui traduit une réalité d'adhésion et de contraintes différentielles. La température de recuit, la vitesse de refroidissement, la pression d'assemblage. Autant de paramètres qui, s'ils divergent, créent des tensions internes. À l'échelle titanique, ces tensions deviennent des destins. Elles déterminent si la machine vieillira avec une dignité silencieuse ou si elle portera, dès sa naissance, les germes d'une fatigue prématurée. Ce travail matériel se déroule dans une atmosphère d'isolement contrôlé. Les ateliers titaniques, dans les mondes forges, sont souvent séparés des productions ordinaires. L'air y est filtré, les poussières surveillées, les champs électromagnétiques stabilisés. Ces précautions, encore une fois, sont recouvertes de sacralité. On parle de pureté, d'interdit, de zones consacrées. Mais l'objectif est clair. Réduire les contaminations, limiter les variations, empêcher qu'un grain étranger, une humidité imprévue, une fluctuation de champ ne compromettent une pièce dont la fabrication a peut-être exigé des mois. La lenteur n'est pas une faiblesse, elle est une stratégie. Un titan coûte trop en matière et en continuité pour être confié à la vitesse. Dans ces matrices d'adamantium se forme aussi une esthétique, non pas décorative, mais structurelle. Les lignes, les courbes des plaques, les proportions des membres ne sont pas seulement imposées par la symbolique impériale, elles naissent de contraintes. Un blindage doit répartir les forces, un membre doit contenir ses conduits, un torse doit loger son cœur. L'ornement vient ensuite, gravé sur une surface déjà dictée par le calcul. Pourtant, au fil des âges, l'ornementation s'est mise à rétroagir sur la fabrication. Les glyphes, les sceaux, les reliefs ajoutent du poids, modifient les vibrations, créent des points de contrainte. Les forges ont donc appris à intégrer la foi comme un paramètre matériel, à calculer le symbole dans la structure, ce qui donne à la naissance titanique une dimension singulière. La doctrine devient une charge, et la charge doit être supportée. C'est ici que la matrice révèle un autre aspect, plus sombre, car l'adamantium et la céramite ne suffisent pas à expliquer la cohésion d'un titan. Même parfaitement forgé, même parfaitement alimenté, le colosse demeure un assemblage de systèmes si nombreux que leur coordination semble exiger un principe unificateur. Les forges parlent d'harmonisation, d'accord, de réveil progressif des sous-systèmes. Cette harmonisation prépare un seuil où la machine cesse d'être un objet passif et devient un ensemble capable d'initiatives limitées, de réponses intégrées, de résistance. Dans les archives, ce seuil est souvent évoqué avec des précautions particulières, comme si les artisans eux-mêmes reconnaissaient qu'ils approchent d'un point où la matière commence à contenir plus qu'elle ne montre. Ainsi, les rites de forge
ne sont pas une simple mise en scène. Ils constituent la méthode par laquelle une civilisation appauvrie maintient la reproductibilité d'une œuvre trop vaste. Ils font de la précision une vertu sacrée et de la lenteur une forme de sécurité. Mais à mesure que le châssis se ferme, que les conduits se scellent, que les couches s'empilent, une autre présence devient perceptible dans la logique des textes. Quelque chose qui n'est ni métal ni code, une signature interne que l'on ne décrit qu'en termes d'ombre et de murmures fonctionnels. Ce qui vient ensuite, dans le fragment suivant, n'est plus seulement la matière façonnée, mais la question de ce qui l'habite, le spectre dans le manifold. Le spectre dans le manifold n'est pas une superstition rapportée par des esprits faibles, mais un constat formulé avec prudence par ceux qui vivent au contact des systèmes titaniques. Le manifold, dans la terminologie du Mechanicus, désigne ces réseaux d'interconnexion où convergent la puissance, les commandes, les retours sensoriels et les routines de contrôle. Un entrelac de conduits et de voies de données qui fait du Titan un seul organisme technique. À mesure que le châssis est achevé, que le cœur plasma stabilise ses cycles et que les cogitateurs prennent leur charge, ces réseaux cessent d'être une simple infrastructure. Ils deviennent le lieu où apparaît une cohérence nouvelle, comme si la complexité suffisante produisait une forme d'identité. Les archives ne l'affirment jamais de manière frontale, car l'affirmation serait dangereuse. Elles la laissent transparaître par des euphémismes, des précautions, des avertissements sur la disposition du moteur, sur la nécessité de l'aborder avec une exactitude de conduite qui ressemble à de la déférence. Ce spectre n'est pas présenté comme une âme au sens humain, mais comme une résultante. Des milliers de sous-systèmes, chacun doté de sécurité, de priorité et de modes dégradés, interagissent en permanence. Les modèles S, T, C fragmentaires, les correctifs accumulés, les traditions d'atelier, les variantes de pattern, tout cela se superpose dans un système qui, pour fonctionner, doit arbitrer. L'arbitrage, même lorsqu'il est codé, produit des comportements émergents. À l'échelle titanique, ces émergences sont suffisamment consistantes pour être reconnues, anticipées, redoutées. Les technoprêtres les décrivent comme des humeurs, des résistances, des élans de réponse. Dans une autre civilisation, on parlerait de dynamique de systèmes complexes. Dans l'Imperium, on parle de machine spirit, car ce langage permet de respecter l'interdit sur l'intelligence autonome, tout en admettant que la machine ne peut être traitée comme un outil muet. Le manifold est également un réservoir. Les titans sont réparés, reconstruits, mis à jour, parfois réassemblés avec des sections provenant d'autres châssis endommagés. Chaque intervention laisse des traces, calibration modifiée, routage alternatif, signature d'erreurs corrigée par des contournements. Les systèmes enregistrent des événements, et ces enregistrements ne sont pas toujours effacés, soit par incapacité technique, soit par choix doctrinal. La mémoire machine devient stratifiée, et cette stratification nourrit l'impression d'une présence. Lorsqu'un titan réagit d'une manière que les opérateurs n'avaient pas anticipée, les archives ont tendance à interpréter l'écart comme un souvenir, une rémanence d'un engagement antérieur, une aversion née d'une douleur enregistrée dans les circuits. Qu'il s'agisse d'une métaphore ou d'une réalité fonctionnelle, le résultat est identique. La machine est traitée comme si elle portait un passé. La terreur discrète du spectre réside dans l'ambiguïté de sa source. L'Imperium interdit l'abominable intelligence, mais il ne peut renoncer à la complexité. Les titans représentent donc une frontière où l'on tente de maintenir une cognition sans lui donner le nom qui la condamnerait. Les cogitateurs titaniques, leurs modules de décision, leurs filtres sensoriels, tout cela peut être décrit comme du traitement de signal, de la logique d'automatisation. Pourtant, le fait qu'un titan doive être apprivoisé, que certains châssis soient réputés instables, que des rituels de pacification existent, suggère que l'on reconnaît une part de comportement qui dépasse la simple mécanique. Cette reconnaissance est enfouie sous des couches de doctrine parce qu'elle touche à une faute possible. Admettre que le titan, dans ses profondeurs, s'approche trop de ce que l'on a juré de ne plus créer.
À cette ambiguïté s'ajoute la dimension immatérielle que l'Imperium n'ignore jamais totalement. Les titans, par leur masse psychique indirecte, attirent les projections humaines. Des centaines de serviteurs, d'artisans, de prêtres, et plus tard un équipage entier, investissent la machine de leur attention, de leur crainte, de leur respect. Cette attention constante devient un environnement mental. Dans un univers où l'immatérium répond aux émotions et aux symboles, il est difficile de prétendre qu'un objet aussi vénéré, aussi chargé de rituels, demeure sans écho métaphysique. Les archives ne décrivent pas cela comme une interaction directe avec le warp, car cette formulation serait théologiquement et politiquement dangereuse. Elle parle plutôt de résonance, de concordance, de disposition qu'il faut maintenir. Pourtant, derrière ces mots, se devine l'idée que le manifold n'est pas seulement un réseau de câbles, mais un lieu où le matériel et le psychique se frôlent. Certains traités de maintenance insistent sur l'importance de la cohérence des rites d'activation, de la stabilité des champs binaires, de la continuité des équipes. Sur le plan purement pratique, cette continuité limite les erreurs et les variations. Sur un plan plus sombre, elle sert aussi à éviter de perturber une présence déjà formée. Un titan nouvellement assemblé est souvent décrit comme plus malléable, moins chargé de rémanence. Un titan ancien, lui, exige une approche respectueuse, comme si ses systèmes internes avaient appris des préférences, et comme si toute tentative de le contraindre risquait de provoquer une résistance. Les technoprêtres rationalisent cela par des explications de compatibilité logicielle, d'usure, de divergence de calibration. Mais la persistance du même vocabulaire, siècle après siècle, indique que l'expérience empirique a forgé une certitude. Le manifold peut développer une inertie comportementale qui se manifeste comme une volonté. Le spectre apparaît donc comme le produit d'une triple accumulation. Accumulation technique, accumulation mémorielle, accumulation symbolique. Les titans ne sont pas seulement grands, ils sont anciens, et l'ancienneté dans l'Imperium est une substance presque tangible. Les mêmes conduits de données ont été traversés par des ordres innombrables. Les mêmes boucles de contrôle ont compensé des chocs répétés, les mêmes routines ont été sollicitées jusqu'à devenir des réflexes. Cette répétition crée une forme d'empreinte. Les artisans la reconnaissent, parfois sans la comprendre, comme on reconnaît l'usure d'un escalier dans une cathédrale. La pierre n'est pas vivante, mais elle porte l'histoire de ceux qui l'ont foulée. À ce point de la naissance, la question n'est plus seulement celle de la forge ou du code, mais celle du lien. Car si un spectre se forme dans le manifold, il doit être tenu, guidé, contraint à une utilité compatible avec l'ordre impérial. Le Mechanicus n'a jamais prétendu que la machine pouvait être laissée seule. Il a créé un dispositif pour y ancrer un esprit humain, non comme un pilote dans un cockpit, mais comme un verrou, une clé, une chaîne. Ce dispositif, au cœur de la doctrine titanique, est le trône Mechanicum, et il attend dans l'obscurité du fragment suivant, comme un siège qui n'est pas seulement un siège, mais une interface où l'homme et le colosse se confondent, sans jamais se comprendre entièrement. Le trône Mechanicum, l'encre humaine, est l'instrument par lequel l'Imperium prétend rendre gouvernable ce qui, autrement, deviendrait une autonomie inavouable. Les textes les plus prudents le décrivent comme un dispositif de commandement, une interface neurologique permettant à un princeps de diriger un titan avec la rapidité et la cohérence nécessaires. Pourtant, à lire entre les lignes, il apparaît moins comme un poste de contrôle que comme une greffe, un organe de médiation installé au centre de la bête pour y fixer une présence humaine. Il n'est pas conçu pour servir le confort de l'opérateur, mais pour répondre à une contrainte fondamentale. La machine, par sa masse et par la complexité de ses systèmes, ne peut être conduite par des commandes ordinaires, et elle ne peut être laissée à ses propres routines, sans frôler l'interdit. Le trône est donc une solution politique autant que technique, une manière de maintenir, au cœur de l'immense, un point de responsabilité humaine, même si cette responsabilité est obtenue au prix de la dissolution partielle de l'individu. L'architecture du trône Mechanicum est toujours évoquée avec un mélange de précision et de réticence. On admet des liaisons par fibres nerveuses synthétiques, des connecteurs crâniens, des implants,
des voies de données qui traversent la colonne vertébrale et s'enracinent dans des zones cérébrales destinées à la motricité et à la perception. On parle de synchronicité, de résonance, de concorde entre la volonté du princeps et les réponses du titan. Mais la documentation évite d'insister sur ce que cela implique. L'esprit humain est utilisé comme un processeur adaptatif, une structure capable de gérer l'ambiguïté et le bruit, là où les routines codées atteignent leurs limites. Le princeps ne donne pas seulement des ordres, il sert de filtre, de centre d'intégration, de juge entre les impératifs concurrents du colosse. La machine reçoit donc, par le trône, quelque chose qui ressemble à une intention, une direction, une hiérarchie de priorités incarnées. Cette incarnation ne se fait pas sans violence. Le trône n'est pas un outil qui se saisit et se quitte aisément. Il exige une compatibilité, une préparation, et, dans bien des cas, une irréversibilité. Les prêtres de la Legio savent que l'interface est autant une prison qu'un honneur. À mesure que la liaison se renforce, le princeps cesse d'éprouver le monde à la seule échelle humaine. Les capteurs du titan deviennent des extensions de la perception. Les contraintes du châssis deviennent des sensations. La puissance du réacteur devient un rythme intérieur. Les archives décrivent parfois cette expérience comme une élévation contrôlée, mais il s'agit plus exactement d'un élargissement forcé, où le cerveau humain est soumis à des flux de données et à des retours sensoriels qu'il n'a pas été conçu pour traiter. La survie psychique dépend alors de la discipline, du conditionnement et d'un encadrement permanent par les moderati et les technoprêtres qui servent de garde-fous. Le rôle d'encre du trône se révèle surtout dans la manière dont il traite le spectre du manifold. Les titans semblent porter des inerties comportementales, des réflexes, des résistances. L'encre humaine n'efface pas ces tendances, elle les canalise. Le princeps doit apprendre à composer avec elles, à négocier par sa propre cohérence mentale, à imposer une direction sans provoquer de discordance interne. Cette relation est souvent exprimée en termes de domination et de concorde, mais les sources les plus techniques la laissent comprendre autrement. L'interface fonctionne comme un système de contrôle en boucle fermée où l'humain sert de correcteur, adaptant en temps réel ses intentions à la réponse de la machine. Si le correcteur faiblit, si l'esprit se fragmente sous la charge, la boucle devient instable. C'est cette instabilité que la doctrine redoute, non parce qu'elle provoquerait seulement une panne, mais parce qu'elle ouvrirait la possibilité que le titan se replie sur ses routines internes, ou qu'il réagisse selon des priorités non humaines. Il existe aussi une dimension de transmission. Le trône Mechanicum n'est pas toujours un objet neuf. Il peut être ancien, déplacé, restauré, et il conserve des couches de calibration destinées à un châssis spécifique. Les légios parlent de trône comme d'artefacts dotés d'un caractère propre, ce qui, derrière le symbole, traduit une réalité. Des paramètres d'interface, des profils de synchronisation, des filtres sensoriels, des seuils de sécurité. Tout cela est ajusté au fil des années. Lorsqu'un nouveau princeps s'y installe, il hérite d'une configuration qui n'est pas vierge. Même si les technoprêtres purgent ce qu'ils peuvent, il demeure souvent des biais, des latences, des voies préférentielles, des habitudes du lien. Ainsi, l'encre humaine n'est jamais posée sur une mer calme. Elle s'insère dans une histoire technique déjà en mouvement. Le trône est également un dispositif de hiérarchie. Il place un seul esprit au sommet de la pyramide de décision, et cette centralisation est essentielle pour un système qui doit agir avec unité. Mais elle crée une vulnérabilité. Si l'encre cède, tout vacille. Les légios ont développé des couches de redondance humaine avec les moderati, non pour remplacer entièrement le princeps, mais pour amortir ses défaillances, maintenir des fonctions essentielles et empêcher la machine de tomber dans un état de confusion. Cette redondance, cependant, ne supprime pas la dépendance fondamentale. Le titan a besoin d'un centre humain, non seulement pour obéir, mais pour rester dans la sphère du permis. L'encre est donc une justification autant qu'un contrôle. La naissance d'un titan atteint un point critique lorsque le trône est mis en place et que la synchronisation initiale est tentée.
Les forges et les sanctuaires de la Legio traitent ce moment comme un seuil sacré, parce qu'il condense toutes les incertitudes. Incertitude du code ancien, incertitude du réacteur, incertitude du manifold, incertitude de l'esprit humain. Les textes parlent d'harmonisation, de liaison, d'acceptation. On y devine l'idée que la machine reconnaît son princeps, non comme un choix conscient, mais comme un verrouillage de paramètres, une compatibilité qui se confirme ou se refuse. Dans certains cas, la synchronisation échoue, et l'échec n'est pas toujours expliqué. On invoque des impuretés, des déviations, des failles de volonté. Mais l'impression demeure qu'il existe une part de contingence, une zone où la machine et l'homme ne se joignent pas malgré la perfection apparente des préparatifs. Ainsi, le trône mechanicum est moins un siège qu'une frontière. Il transforme l'humain en composant et la machine en entité gouvernée par une volonté incarnée. Il permet au titan de naître pleinement, parce qu'il lui donne une direction unifiée tout en le maintenant à distance de l'abomination doctrinale. Mais ce maintien a un coût, inscrit dans la chair et dans la mémoire. La Legio sait que l'encre humaine n'est pas inaltérable. Elle s'use, se fissure, se dissout parfois dans l'immensité de ce qu'elle tient. De cette usure naît la nécessité d'une sélection rigoureuse, de méthodes de préparation et de suture mentale qui précèdent toute intronisation, là où l'on façonne les candidats princeps comme on façonne une pièce rare, dans le fragment suivant consacré aux esprits choisis et aux cicatrices invisibles. La sélection des princeps, suture mentale, appartient à ces pratiques impériales, où la médecine, la liturgie et l'ingénierie cessent d'avoir des frontières. Le titan, par la nature de son trône mechanicum, exige un être humain dont l'esprit peut survivre à l'élargissement forcé de la perception et au poids d'une volonté mécanique déjà formée par des siècles de service. Cette exigence n'est pas seulement un critère de compétence, elle est une condition de stabilité. Les Legio Titanicus, liés au monde forge et à leurs orthodoxies, ont développé des voies de recrutement où l'individu est évalué comme on évalue un matériau, pour sa résistance à la fatigue, sa capacité d'adaptation, sa constance sous surcharge. Le choix d'un princeps n'est donc jamais présenté comme une simple promotion. Il ressemble davantage à une extraction, un prélèvement d'un esprit jugé compatible, puis à une transformation qui le rend peu à peu moins pleinement humain au sens ordinaire. Les sources évoquent souvent des scholae, des ordres de formation propres aux Legio, où l'on commence par enseigner la discipline, la mémoire rituelle, la lecture des flux de données et des signes du moteur. Mais cette surface pédagogique masque un processus plus profond, où l'on prépare le cerveau à recevoir des interfaces invasives. Les sutures mentales, au-delà de leur image, décrivent des interventions réelles, implants neuronaux, dispositifs d'amplification et de filtrage sensoriel, ancrage de synchronisation qui modifie la manière dont l'individu perçoit le temps et la continuité. Une part de ces interventions répond à des besoins techniques, car l'esprit humain, sans assistance, serait noyé par les retours d'un titan. Une autre part sert à remodeler l'identité afin de la rendre compatible avec la soumission nécessaire. Le princeps doit posséder une volonté ferme, mais il doit aussi accepter de devenir une fonction, un point d'articulation entre le dogme de la Legio et l'inertie du manifold. La sélection inclut donc un examen de la psychologie, mais selon des critères propres à l'adeptus mechanicus. L'empathie, l'imagination, la curiosité, qualités valorisées ailleurs, peuvent ici être des faiblesses, si elles favorisent la dissociation ou l'obsession. À l'inverse, la capacité à compartimenter, à répéter, à maintenir un axe mental stable malgré le tumulte, devient une vertu cardinale. Les archives mentionnent des tests de résilience, des immersions contrôlées dans des environnements sensoriels saturés, des expositions graduelles à des flux de données issus de cogitateurs de simulation. Ces procédures, recouvertes de champs binaires et de gestes consacrés, ressemblent à des protocoles d'accoutumance. On ne cherche pas à rendre l'esprit plus libre, on cherche à l'endurcir, à le rendre compatible avec une charge qui, autrement, le briserait. Les sutures mentales ont également une dimension de contrôle. Le trône mechanicum
ne doit pas seulement transmettre la volonté du princeps, il doit aussi limiter certaines dérives. Dans un univers où la corruption peut être biologique, idéologique ou immatérielle, l'idée de relier un esprit humain à une machine colossale est un risque que le Mechanicus n'ignore pas. Les interfaces incluent donc souvent des barrières, filtres contre la surcharge, verrouillage rituel, circuits de coupure d'urgence et, dans certains cas, des mécanismes de limitation de certaines impulsions. Cette réalité n'est pas proclamée, elle est intégrée dans la doctrine du safeguard, du sceau, de la pureté. Les sutures mentales deviennent ainsi des sutures morales, destinées à empêcher que l'individu, une fois amplifié par le titan, n'emploie cette amplification contre l'ordre qu'il a créé. L'aspect le plus tragique de cette sélection réside dans la manière dont elle isole. Les candidats princeps, au fil de leur préparation, sont progressivement séparés des cadres ordinaires de l'humanité. Leur corps reçoit des implants, leur sommeil est surveillé, leurs rêves deviennent des données. Leur mémoire est entraînée à conserver des séquences techniques comme des prières, au point que la frontière entre souvenirs personnels et procédures s'amenuise. Les liens sociaux, s'ils persistent, sont reconfigurés autour de la Legio, car la compatibilité avec le Titan exige un environnement stable et une loyauté sans fissure. La personne est donc façonnée pour devenir un pivot, et ce façonnage produit une forme de solitude institutionnelle, une existence orientée vers un futur où l'individu, assis au cœur du colosse, ne connaîtra plus le monde que par des capteurs et des retours filtrés. Les légios conservent aussi des généalogies humaines. Certaines lignées de princeps sont mentionnées, non comme noblesse au sens impérial, mais comme continuité de traits. Cela peut être interprété comme superstition ou comme pragmatisme. Si une famille a produit des esprits compatibles, on suppose qu'elle peut en produire d'autres, par héritage biologique ou par tradition éducative. Dans tous les cas, cette pratique renforce l'idée que l'on traite l'esprit comme une ressource rare et que l'on cherche à réduire l'incertitude en favorisant ce qui a déjà fonctionné. Ainsi, l'individu sélectionné n'est pas seulement lui-même. Il porte, aux yeux de la Legio, une probabilité, une continuité statistique, une promesse de stabilité. La suture mentale est enfin une préparation à la perte de frontières. Les candidats apprennent que leurs pensées devront parfois être tenues comme des ordres, que leurs émotions deviendront des perturbations dans une boucle de contrôle, que leur peur, leur colère ou leur fatigue pourraient se traduire en instabilité machine. On leur enseigne donc des techniques de focalisation, des méthodes de neutralisation affective, des routines de centrage qui ressemblent à des exercices monastiques. Ce monachisme n'est pas une recherche de pureté intérieure pour elle-même. Il est une condition de sécurité. Le princeps doit devenir un instrument fiable, et la fiabilité, à cette échelle, est une forme de sainteté pragmatique. Au terme de ce processus, l'intronisation n'apparaît plus comme une consécration, mais comme une mise en service irrévocable. Les sutures mentales ont transformé l'esprit en point d'ancrage, mais elles ont aussi ouvert des voies de vulnérabilité nouvelles. La dépendance au trône, l'addiction à l'extension sensorielle, l'érosion de l'identité par l'habitude de la fusion. La Legio le sait, et c'est pourquoi la présence d'un princeps n'est jamais conçue comme suffisante. Autour de lui, une structure humaine persiste, non pour partager la gloire, mais pour contenir la charge, pour maintenir la continuité, et pour offrir des mains lorsque l'esprit seul ne peut plus porter. C'est dans cette nécessité que prennent place les moderati et l'équipage, et avec eux l'autre vérité, plus froide encore. Même l'esprit-machine, même l'encre humaine, ne fonctionne qu'en absorbant la violence stockée dans la mémoire des circuits, dans le fragment suivant où les esprits-machines révèlent ce qu'ils conservent. Les esprits-machines et la violence stockée ne se révèlent jamais par une confession, mais par une persistance. Dans la doctrine de l'Adeptus Mechanicus, l'esprit-machine est à la fois un principe d'animisme technique et une méthode de gestion du risque. En traitant la complexité comme une présence, on impose un respect, on limite les gestes brusques, on réduit les improvisations. Pourtant, dans le cas des titans,
Ce langage ne suffit pas à expliquer ce que les archives laissent entrevoir. La violence, ici, n'est pas seulement l'usage guerrier de la machine. Elle est une substance mémorielle, une empreinte qui s'accumule dans les circuits, dans les calibrations, dans les routines d'urgence, jusqu'à devenir une part fonctionnelle du comportement. Le titan n'est pas seulement capable de destruction, il est façonné par la répétition de situations où la destruction fut la réponse la plus stable, et cette répétition finit par s'inscrire dans son architecture comme une pente. La mémoire titanique n'est pas un enregistrement homogène. Elle se compose de plusieurs strates, certaines explicites, d'autres implicites. Les cogitateurs conservent des logs, des données de maintenance, des séquences d'événements. Les systèmes de contrôle conservent des tables d'ajustement, des paramètres modifiés par l'usure et par les réparations. Les modules d'interface du trône conservent des profils de synchronisation adaptés à des princeps successifs. Et dans les couches les plus profondes, là où le code hérité des STC et les correctifs dogmatiques s'entrelacent, se trouvent des réponses conditionnées, des modes de survie déclenchés par certaines signatures. Un impact particulier, une surcharge, une perte de capteur, une montée de chaleur, et le titan se souvient par action, non par image. Cette action, parce qu'elle vise la survie, tend naturellement vers la violence, non comme intention morale, mais comme résolution brutale d'un problème. C'est ainsi que les Legio parlent de tempérament. Un châssis est réputé patient ou impatient, docile ou ombrageux, stable ou vindicatif. À l'échelle humaine, ces mots semblent relever de la superstition. À l'échelle des systèmes complexes, ils peuvent traduire des biais réels, des priorités intégrées, des latences particulières, des seuils de déclenchement plus bas, des trajectoires de compensation plus agressives. Mais l'important, dans la perspective impériale, est la manière dont ces biais deviennent tradition. Un titan ancien est traité comme un vétéran, non par poésie, mais parce que les opérateurs ont constaté, sur des décennies, que certaines réponses reviennent. La violence stockée se manifeste alors comme une inertie. Une fois qu'un titan a appris, par répétition, que la contrainte extrême exige une réponse extrême, il tend à réactiver cette réponse dès que les indices réapparaissent. La présence du princeps complexifie cette dynamique. Par le trône, l'esprit humain est exposé au retour du manifold, à des signaux qui ne sont pas neutres. Lorsque la machine enregistre des séquences de surcharge et de correction, ces séquences deviennent des sensations, des tensions intérieures, des impulsions de réaction. Le princeps doit alors distinguer ce qui provient de lui de ce qui provient de la pente interne du titan. Les archives mentionnent, avec une réserve clinique, des cas de concordance excessive où l'opérateur s'aligne trop étroitement sur les impulsions de la machine, perdant la distance nécessaire. Ce n'est pas décrit comme une possession, c'est décrit comme une dérive de synchronisation. Mais la conséquence est la même. La violence stockée, au lieu d'être contenue, devient une composante du jugement humain, comme si l'encre absorbait ce qu'elle était censée tenir. Les moderati existent en partie pour cette raison. Leur rôle technique est connu: gestion d'armement, supervision de systèmes, soutien opérationnel. Leur rôle moins visible est de constituer une dissociation volontaire, une pluralité de conscience au sein du même corps mécanique, afin que la machine ne puisse pas réduire toute décision à un seul axe mental. Dans les sanctuaires des Legio, on insiste sur la cohésion d'équipage, sur la discipline, sur la récitation commune de certains rites. Autant de moyens de stabiliser la boucle humaine. Car l'esprit-machine, tel qu'il est compris, n'est pas seulement un programme, c'est un environnement psychotechnique où l'émotion humaine et la réponse automatique peuvent se renforcer mutuellement. La violence stockée est alors autant une donnée interne qu'un phénomène relationnel. Le Mechanicus traite cette violence comme un héritage à gérer. Les rites de purification, les périodes de repos en cathédrale forge, les recalibrations, les révisions majeures ne servent pas seulement à réparer des pièces. Ils servent à apaiser la machine, ce qui, traduit en termes matériels, signifie réduire les seuils d'urgence, corriger des biais, effacer ou isoler certains logs,
restaurer des paramètres de stabilité. Pourtant, l'effacement total n'est pas toujours souhaité. Les Legio valorisant l'expérience. Un titan qui a survécu à des engagements extrêmes est réputé plus fiable parce qu'il a déjà appris à ne pas s'effondrer. Ce paradoxe est central. On cherche à apaiser sans amnésier. On veut conserver la compétence de survie tout en réduisant la tendance à l'emballement. Cette gestion ressemble à celle d'un traumatisme, non au sens figuré, mais au sens fonctionnel. On stabilise sans supprimer. Dans certains dossiers, rarement cités, apparaît la notion de violence résiduelle. Elle ne désigne pas des dégâts physiques, mais des comportements persistants après réparation complète. Un titan peut être techniquement restauré et pourtant conserver une réactivité excessive à certains signaux, une intolérance à certaines configurations, une préférence pour certains schémas de déplacement. Ces résidus sont souvent attribués au caractère de l'esprit-machine, mais ils peuvent être compris comme des ajustements accumulés, des contournements codés, des réponses qui ont prouvé leur efficacité dans un contexte donné et qui ont été conservées par inertie. La violence stockée devient alors une archive interne, une collection de solutions brutales qui restent disponibles. Il serait tentant d'y voir une simple conséquence mécanique, mais l'impérium vit dans un univers où le symbolique possède une masse. Les titans sont entourés de noms, de bannières, de chants, de serments. On leur attribue des titres et des actes. Cette attribution nourrit une boucle. Si l'on traite la machine comme un guerrier, on interprète ses réponses comme des intentions et l'on ajuste ensuite la conduite humaine en fonction de cette interprétation. La violence stockée n'est donc pas seulement ce que la machine conserve. C'est aussi ce que l'institution décide de voir et de perpétuer. Le mythe devient un outil de maintenance comportementale et la maintenance renforce le mythe. Ainsi, l'esprit-machine d'un titan apparaît comme un compromis, une cognition complexe, tenue à distance du mot interdit, mais reconnue comme suffisamment réelle pour exiger respect et précaution. La violence y est stockée parce que le monde qui a produit le titan exige des réponses extrêmes, et parce que la survie, répétée, se transforme en habitude. Les légios vivent avec cette habitude, la vénèrent et la craignent, et tentent de l'encadrer par des rites qui sont aussi des protocoles. Mais au-dessus de ces machines individuelles, existe une mémoire plus vaste, institutionnelle, celle des légios elles-mêmes, qui consigne les lignées des châssis, les transmissions de trônes, les variations de tempérament, comme on consignerait des généalogies. C'est vers cette mémoire de fer que conduit naturellement le fragment suivant, dans les généalogies de fer des légios, où la continuité devient une forme d'identité impériale. Les généalogies de fer des légios ne sont pas de simples registres administratifs. Elles constituent une méthode de survie institutionnelle face à l'entropie qui ronge l'impérium. Un titan est trop rare, trop coûteux, trop ancien pour être compris comme un bien interchangeable. Il devient une entité inscrite dans une lignée, non seulement parce que sa valeur matérielle est immense, mais parce que sa continuité est le seul moyen de maintenir une cohérence technique et doctrinale sur des millénaires. Les Legio Titanicus, chacune attachée à un monde forge et à ses alliances, cultivent donc une mémoire qui ressemble à celle des dynasties. Noms, titres, campagnes, restauration, blessures, changement d'équipage, transmission de trône mechanicum. Mais derrière la cérémonie de cette mémoire se cache une nécessité froide. Sans généalogie, il devient impossible de savoir ce que l'on possède, ce que l'on risque et ce que l'on est encore capable de reproduire. Chaque titan, dans les archives d'une Legio, possède une vie documentée en strates. La première strate est celle de la fabrication. Pattern, forge d'origine, lot de matériaux, signature de magos responsable, séquence de tests, anomalie corrigée. La seconde est celle de la consécration, attribution d'un nom, scellement de sceau, installation du trône, première synchronisation réussie. La troisième est celle du service, engagement, déploiement, période de repos, révision majeure. À ces strates s'ajoutent des annexes où l'on consigne des détails que le Mechanicus juge essentiels mais que l'on exprime en langage presque anthropologique. Tempérament observé,
compatibilité avec certains princeps, réaction récurrente à certaines pannes, seuil d'alerte particulier. Dans ces annexes, l'esprit-machine devient une variable historique. On ne l'explique pas, on le décrit, on l'anticipe, on l'encadre. La généalogie sert donc de modèle prédictif, un moyen de réduire l'incertitude en transformant le passé en paramètres. Les légios elles-mêmes possèdent des généalogies plus vastes qui relient les titans entre eux. Un châssis détruit peut en nourrir un autre par récupération de plaques, de modules, de sections de manifold ou de systèmes auxiliaires. Loin d'être une simple réparation, cette pratique crée des descendances matérielles. Un titan restauré à partir de fragments d'un autre porte, au sens littéral, la mémoire métallurgique et technique de son prédécesseur. Les archives enregistrent ces transplantations avec une précision religieuse, car elles affectent la compatibilité, la maintenance future et le comportement. La violence stockée, évoquée dans le fragment précédent, peut ainsi se transmettre comme un héritage de calibration et de routine. Les légios parlent parfois de sang de fer commun, formulation mythique qui traduit une réalité. Un parc titanique est un écosystème de pièces circulantes, où la pureté de l'origine est rare et où la continuité est assurée par la greffe. Cette logique de lignée explique aussi la rigidité des protocoles. Chaque légio protège ses patterns, ses méthodes de maintenance, ses champs binaires spécifiques. Ce n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est une stratégie de compatibilité. Un titan entretenu selon des standards étrangers risque d'intégrer des correctifs non alignés, des paramètres divergents, des pratiques qui, cumulées, produisent une incohérence. La généalogie sert alors de barrière contre l'hybridation incontrôlée. Il existe des échanges entre mondes forges, des alliances, des transferts, mais ils sont encadrés par des traités et des serments, parce que l'échange d'une pièce titanique n'est pas un commerce, c'est l'introduction d'une autre histoire dans un corps déjà chargé d'héritage. Les titres des titans eux-mêmes font partie de la généalogie. Ils sont plus que décoratifs, car ils fixent un récit officiel qui influence la manière dont la machine sera traitée. Un titan nommé pour un événement, pour un martyr, pour une vertu, est enfermé dans une symbolique qui oriente le rite, la discipline de l'équipage, parfois même les attentes comportementales. Dans l'impérium, l'attente et le rite ne sont pas sans effet. Ils déterminent quels logs sont conservés, quelles anomalies sont interprétées comme avertissements, quelles réparations sont jugées acceptables. La généalogie de fer est donc aussi une généalogie de signification. Elle organise le hasard en continuité et transforme les contingences en destin, ce qui permet aux institutions de supporter l'inexplicable. Une légio consigne également la lignée des princeps. Le lien humain mécanique étant au cœur du fonctionnement titanique, l'histoire d'un titan est indissociable de ceux qui l'ont porté de l'intérieur. Les dossiers associent des profils de synchronisation, des notes sur la stabilité mentale, des causes de retrait ou de décès, des incidents de concordance excessive. Là encore, l'objectif n'est pas seulement mémoriel, il est technique. Connaître les compatibilités passées aide à choisir un futur princeps, à anticiper les risques de discordance, à ajuster les filtres du trône. Le princeps devient ainsi une variable dans la généalogie de la machine, et la machine une variable dans la généalogie de l'humain. Leur lignée se tresse, donnant au titan une forme de continuité hybride, ni entièrement matérielle, ni entièrement psychique. Cette obsession de la continuité a une conséquence morale. Elle justifie la conservation de machines dont la logique interne n'est plus comprise. Tant que la lignée est intacte, tant que les rites fonctionnent, tant que le titan marche, l'inconnu est toléré. La généalogie sert de substitut à la compréhension. Elle permet de dire « ceci a été fait ainsi, donc cela doit être refait ainsi ». L'impérium vit de cette tautologie, et les légios en sont l'expression la plus pure, parce que leurs objets sont trop grands pour être remis en question. Un titan ancien est un argument en lui-même.
sa longévité devient preuve de validité, même lorsque les raisons ont disparu. Dans certains cas, la généalogie révèle aussi des vides. Des titans réapparaissent après des siècles, retrouvés dans des sanctuaires oubliés, récupérés sur des mondes perdus, restaurés à partir de carcasses ensevelies. Ces retours perturbent les lignées, car ils introduisent des histoires interrompues, des calibrations d'un autre temps, des patterns oubliés. La Légio doit alors choisir, intégrer cet ancien au récit ou le maintenir en marge. Ce choix n'est pas seulement politique, il est technique, car un titan ressuscité peut porter des architectures incompatibles, des fragments de code dont on a perdu les clés, des comportements que l'on ne sait plus apaiser. La généalogie devient alors un outil de tri, une manière de décider ce qui est acceptablement ancien et ce qui est dangereusement étranger. Ainsi, les généalogies de fer des Legio sont des cartes de continuité dressées contre la dissolution. Elles maintiennent une identité collective, assurent la compatibilité technique et enferment les titans dans un cadre symbolique qui limite les dérives. Mais ces généalogies ne sont pas invincibles. Il existe un moment, inscrit au cœur de la naissance titanique, où le nom est posé et où la machine est liée, non seulement par des archives, mais par une consécration qui fixe une trajectoire. Ce moment, qui transforme un châssis en être institutionnel, est consigné comme un jour précis, un rite de seuil. Il attend dans le fragment suivant, le jour du nom et de la liaison, lorsque la continuité devient irrévocable. Le jour du nom et de la liaison est moins un acte de célébration qu'un verrouillage. Jusqu'à cet instant, le titan demeure, malgré son poids et sa complexité, une construction en attente, une architecture qui peut encore être corrigée, démontée ou retournée au silence des ateliers. La consécration change la nature de l'objet. Elle le fait entrer dans la juridiction pleine d'une légio, dans la chaîne des serments, dans la mémoire officielle où chaque détail devient propriété sacrée. L'impérium décrit ce passage avec des mots de bénédiction, mais l'effet réel est administratif, technique et métaphysique à la fois. Le nom n'est pas une décoration. Il fixe une identité opérationnelle, une place dans les généalogies de fer et un récit de référence qui orientera l'entretien, l'affectation et la manière même dont les anomalies seront interprétées. La liaison, quant à elle, est la stabilisation finale du lien entre trône mechanicum, manifold et esprit humain, un accord de paramètres et de rites qui rend l'ensemble utilisable sans le réduire à un simple automatisme. La préparation de ce jour commence bien avant la cérémonie. Dans les sanctuaires de données, les technoprêtres vérifièrent la cohérence des versions de code, la pureté des logs, la stabilité des boucles de contrôle. Dans les ateliers, on achève les scellements d'armure, on finalise les conduits, on ferme les accès qui ne devront plus être ouverts qu'en révision majeure. Dans les cathédrales forges, on réunit les sceaux, les huiles, les encens, autant de marqueurs visibles d'une série de procédures invisibles, contrôle de contamination, calibration finale, test de charge. La religion, ici, fonctionne comme un langage commun entre castes, une manière de coordonner des centaines de mains sans avoir à dévoiler à chacune la totalité du système. Le rite est une compression de la connaissance, une forme de transmission de la méthode sans exposition complète du principe. Le choix du nom est généralement présenté comme un acte d'inspiration ou de tradition, mais il obéit à des règles. Les légios privilégient des appellations qui s'inscrivent dans leur histoire, qui prolongent des thèmes, qui reflètent un événement, une vertu, une dette. En surface, cela nourrit l'identité. En profondeur, cela sert à ancrer la machine dans un réseau de significations partagées, afin que l'équipage puisse se l'approprier sans confusion. Un titan sans nom reste un assemblage. Un titan nommé devient une référence. Cette référence facilite la discipline, car elle permet de parler de la machine comme d'un sujet de devoir, non comme d'une simple plateforme. Dans l'Impérium, où la motivation humaine est souvent entretenue par le symbole, cette transformation n'est pas accessoire, elle est fonctionnelle. La liaison, elle, se déroule au niveau du trône Mechanicum et de l'esprit machine. Les archives évoquent une harmonisation définitive, formulation qui masque la réalité d'une série de synchronisations progressives,
le princeps choisi est introduit dans la boucle, sous surveillance étroite. Les moderati et les technoprêtres observent les signes physiologiques, les réponses neuronales, la stabilité des flux de commandes. La machine est mise sous tension contrôlée, ses capteurs activés, ses systèmes sollicités sans dépasser les seuils. À chaque étape, on ajuste des filtres, on affine des paramètres, on valide des réactions. Il s'agit d'un apprentissage réciproque. L'humain apprend le rythme du colosse, le colosse s'accorde aux signatures mentales de l'humain. Lorsque la concordance atteint un seuil jugé stable, on scelle. Ce scellement peut être un acte matériel, par verrouillage de modules, mais il est aussi un acte institutionnel. On déclare que la paire est acceptable, donc légitime. Ce jour révèle la tension fondamentale qui traverse la technologie impériale. L'impérium a besoin que la machine paraisse obéir, mais il sait qu'elle n'obéit jamais de manière totalement simple. Le rituel de liaison sert donc à créer une narration de maîtrise, un cadre dans lequel les incertitudes deviennent des risques contenus. Les champs binaires, les onctions, les gestes de consécration sont des moyens de fixer l'attention, de réduire la variation humaine, d'imposer une procédure identique d'une naissance à l'autre. Ils produisent aussi un effet psychique sur le princeps, qui entre dans le titan avec l'idée que l'accord est sacré et que la rupture serait une faute. Cette pression morale agit comme un stabilisateur. Elle renforce la discipline mentale, donc la stabilité de la boucle. La métaphysique et l'ingénierie se rejoignent dans ce point où la croyance devient un élément de contrôle. Les Legio consignent souvent, à propos de ce jour, des signes interprétés comme auspices, stabilité exceptionnelle des champs, silence inhabituel de certaines alarmes, facilité de synchronisation ou au contraire, résistance et retard. Une lecture strictement technique y verrait des variables de fabrication, des tolérances, des différences de charge cognitive. Mais l'insistance sur les auspices indique une réalité sociale. Lorsqu'une machine est trop complexe pour être entièrement comprise, on a besoin d'une grammaire de signes pour décider. Les auspices deviennent un outil de gouvernance. Ils autorisent ou interdisent, sans exiger une démonstration que personne ne pourrait fournir. Une fois le nom proclamé et la liaison scellée, la relation change irréversiblement. Le titan entre dans une économie de maintenance et de déploiement où chaque action future se réfère à cet instant originel. Les réparations majeures seront décrites comme des restaurations d'une identité, non comme des modifications. Les défauts seront interprétés comme des écarts par rapport à une naissance pure. La généalogie, jusque-là en préparation, se met à croître, et le titan devient un point fixe dans l'histoire de la Legio. À partir de ce jour, on ne parle plus de construction, mais de service. C'est précisément à ce moment que les archives, souvent, resserrent leur langage. Elles évitent de décrire trop précisément ce que l'équipage ressent, ce que le princeps perçoit, ce que la machine renvoie. Pourtant, les indices demeurent. La liaison n'est pas toujours une simple mise en route. Elle peut ressembler à une confrontation silencieuse entre l'esprit humain et l'inertie du manifold. Les prêtres parlent alors d'acceptation, de soumission réciproque, d'accord. D'autres, plus rares, laissent entendre une autre tonalité, celle d'un éveil qui n'est pas seulement technique et dont la proximité avec l'exorcisme n'est pas un accident de vocabulaire, mais le reflet d'une peur ancienne. Cette peur, contenue dans les marges des registres, conduit naturellement au fragment suivant, quand l'éveil ressemble à un exorcisme. Quand l'éveil ressemble à un exorcisme, ce n'est pas parce que l'adeptus mechanicus cède à une théâtralité gratuite, mais parce qu'il travaille au bord d'un domaine où la causalité demeure incertaine. Le titan, à l'instant de sa pleine activation, n'est pas seulement un assemblage mis sous tension. Il est une convergence où se rencontre une énergie colossale, un code hérité et fragmentaire, un manifold chargé de rémanence et un esprit humain suturé au trône mechanicum. Dans un univers où l'immatérium répond aux symboles et où la corruption peut s'insinuer dans le métal comme dans la chair, cette convergence est traitée comme un seuil dangereux. L'éveil,
tel qu'il est consigné dans les archives de certaines légios, possède la structure d'une procédure de sécurité extrême, mais aussi la forme d'un rite d'expulsion, isolé, purifié, nommé, contraindre, sceller. Il s'agit moins de chasser un démon affirmé que de prévenir l'apparition de quelque chose dont on ne veut pas reconnaître la possibilité. L'analogie avec l'exorcisme naît d'abord de la logique des précautions. Avant l'activation complète, la machine est entourée de restrictions, zones consacrées, silence imposé, filtrage de présence non autorisée, contrôle des émissions électromagnétiques et vérification répétée des sauts de données. Tout cela, pris séparément, relève de la prudence industrielle. Pris ensemble, cela forme un dispositif de confinement. On réduit les variables extérieures, on empêche les interférences, on ferme les voies par lesquelles une anomalie pourrait se propager. Les prêtres parlent de pureté, mais cette pureté se comprend aussi comme une réduction d'entropie. Moins d'impureté matérielle, moins de bruit dans les réseaux, moins d'inconnus dans la boucle homme-machine. Le rite, ici, est une méthode d'isolement. L'exorcisme se retrouve ensuite dans le langage du commandement. À l'instant de l'éveil, les séquences d'activation sont récitées et exécutées, selon un ordre fixe, souvent identique depuis des siècles. Ce caractère immuable n'est pas seulement traditionnaliste. Il correspond à une peur rationnelle de la divergence. Modifier l'ordre, introduire une optimisation, accélérer un palier, revient à déplacer des seuils dont on ne connaît plus la raison. La récitation devient alors une garantie contre l'hubris, une manière de maintenir l'humain dans une posture de serviteur plutôt que d'inventeur. Dans l'impérium, l'inventeur est suspect car il peut ouvrir des portes. Le rite d'éveil, par sa rigidité, ferme ses portes par avance. Mais l'éveil ressemble à un exorcisme, surtout parce que la machine, à ce moment, manifeste parfois une résistance. Les archives ne décrivent pas cela comme un phénomène surnaturel. Elles l'expriment par des termes de discordance, fluctuations de synchronisation, retours sensoriels incohérents, montées d'alarme non expliquées, réponses motrices hors des marges attendues. Ce sont des symptômes d'un système dont les sous-parties, bien que fonctionnelles, ne s'accordent pas immédiatement. Dans une machine ordinaire, ces symptômes seraient traités comme des défauts à corriger. Dans un titan, ils prennent une dimension plus grave, car ils impliquent la possibilité que l'esprit-machine, ou ce que l'on nomme ainsi, ne se laisse pas stabiliser aisément. L'équipage ressent cela comme une présence qui refuse d'être tenue, parce que la boucle de contrôle transmet des tensions au princeps, et que ces tensions se traduisent en sensations proches de l'hostilité ou de l'opposition. La technique devient expérience intérieure, et l'expérience intérieure nourrit l'interprétation religieuse. Les technoprêtres répondent par des méthodes qui ressemblent à des injonctions. Ils nomment les sous-systèmes, non seulement par des identifiants techniques, mais par des appellations sacrées, comme si donner un nom était une manière de rendre un phénomène gouvernable. Ils apaisent par des séquences binaires spécifiques, qui peuvent être comprises comme des scripts de réinitialisation ou de recalibrage. Ils scellent des modules, ce qui correspond à verrouiller des accès, à figer des versions, à empêcher des modifications spontanées. Ces gestes ont des équivalents purement techniques, mais leur enveloppe rituelle a une fonction supplémentaire. Elle maintient la cohésion humaine en présence de l'inexplicable. Elle fournit une grammaire d'action lorsque la compréhension manque. Et cette grammaire ressemble à un exorcisme, parce qu'elle traite l'anomalie comme une altérité à repousser. L'univers impérial rend cette altérité plausible, non parce que les titans seraient des conduits ouverts au warp par nature, mais parce qu'ils sont des objets d'une densité symbolique extrême. Ils sont vénérés comme des dieux moteurs, ils portent des iconographies, ils sont entourés de prières, ils sont au centre de serments. Cette charge symbolique produit un bruit psychique constant, à l'instant de l'éveil, lorsque la machine passe du silence à la réactivité. Ce bruit peut se condenser en une impression de présence. Que cette présence soit une simple émergence de systèmes et de perceptions humaines amplifiées, ou qu'elle touche à une résonance plus sombre, les textes refusent de trancher.
ils préfèrent traiter le phénomène comme un risque à contenir, parce que l'évidence, dans un empire fondé sur l'interdit, peut être plus dangereuse que l'ignorance. Il existe aussi, dans certaines marginalia, la mention de contamination, de données et de comportements, comme si la naissance d'un titan était l'occasion d'une infection logicielle ou mémorielle. Dans l'impérium, où les systèmes sont copiés, restaurés, parfois greffés, le risque de corruption est réel au sens informatique. Mais le vocabulaire employé, souvent proche de celui utilisé pour les hérésies, suggère que l'on craint plus qu'un simple virus. On craint une dérive de l'esprit-machine vers une autonomie, une logique interne qui ne répondrait plus à l'humain, ou qui répondrait selon des priorités étrangères. Dans ce cas, le rite d'éveil devient un test de loyauté, non pour le princeps seulement, mais pour la machine elle-même. L'exorcisme est alors une procédure d'alignement, une manière de forcer la cohérence autour d'un centre impérial. Lorsque l'éveil est réussi, les archives tendent à le décrire comme une accalmie. Les alarmes se stabilisent, la synchronisation cesse de dériver. Le réacteur trouve son rythme, les capteurs s'accordent. Ce calme est interprété comme acceptation. Mais le fait même qu'on parle d'acceptation révèle la nature de ce qui vient d'être obtenu. Une trêve entre des composantes dont aucune ne peut être entièrement supprimée. Le titan naît, non comme une machine parfaite, mais comme un compromis stable. Et comme tout compromis stable, il a un prix. Ce prix, les Legio et le Mechanicus ne l'écrivent pas en chiffres seulement. Ils le consignent dans des vides, des omissions, des lignes abrégées, des noms effacés. L'éveil a une contrepartie humaine, épuisement mental, perte de candidats, blessure neuronale, effondrement silencieux. Il a une contrepartie matérielle, composants consumés par les tests, modules remplacés avant même le premier déploiement. Et il a une contrepartie institutionnelle, davantage de secrets, davantage de sceaux, davantage de prudence. Le rite d'exorcisme n'est pas la fin de la peur, il est la manière dont on la rend vivable. Ainsi, lorsque l'éveil ressemble à un exorcisme, c'est parce que la naissance d'un titan n'est pas un simple démarrage, mais une mise au monde au bord d'un interdit. On scelle la machine dans une orthodoxie, on fixe l'humain à son rôle d'encre, et l'on détourne le regard de ce qui, dans le manifold, a pu se manifester. Ce détournement n'efface pas la dette, il la reporte. Dans les registres, la dette apparaît ensuite sous une forme plus froide, plus administrative, plus implacable. Le prix consigné par le silence, fragment suivant, où l'on lit ce que l'on a choisi de ne pas dire. Le prix consigné par le silence n'est pas une absence d'information, mais une présence organisée de vide. Dans l'Imperium, et plus particulièrement au sein de l'Adeptus Mechanicus et des Legio Titanicus, ce qui est, tu obéis rarement au hasard. Le silence est un outil de gouvernance, une méthode de conservation du pouvoir et une protection contre la contagion des idées. Lorsqu'il s'agit des titans, ce silence se densifie autour de leur naissance, car l'acte même de rendre un dieu moteur vivant exige des compromis que l'orthodoxie ne peut exposer sans risquer de se fissurer. Ainsi, les archives de consécration, de liaison et d'éveil abondent en formulations ritualisées, mais se raréfient dès qu'elles approchent des conséquences humaines, des défaillances inexpliquées, ou des épisodes où la frontière entre machine et interdiction devient trop proche pour être regardée longtemps. Le prix est d'abord biologique. Les candidats princeps sont nombreux, ceux qui survivent à la préparation le sont moins, et ceux qui supportent une synchronisation durable avec un titan constituent une minorité précieuse. Les pertes ne sont pas toujours décrites comme des morts. Elles apparaissent sous des euphémismes, incompatibilité, retrait pour pureté, défaillance de concordance, cessation de service. Dans la langue de l'Imperium, ces termes masquent des réalités où le cerveau, soumis à des flux trop vastes, se brise ou se replie. Les implants peuvent provoquer des rejetons, des crises, des dégradations lentes. La fusion prolongée avec le manifold altère parfois la perception du réel. L'esprit, habitué à l'échelle colossale,
ne retrouve plus aisément la mesure humaine. Ce glissement peut être traité comme une faiblesse morale, mais il correspond à une contrainte physiologique. Un cerveau entraîné à être un organe d'un géant ne peut redevenir intact un cerveau d'homme. Le prix est ensuite psychique, et c'est ici que le silence devient plus rigoureux. Les registres admettent la fatigue, la charge, la nécessité de repos en cathédrale forge. Ils évitent de consigner les phénomènes de dissociation, les rémanences sensorielles, les rêves mécaniques qui poursuivent certains princeps, même hors du trône. Ces éléments existent, car les procédures de surveillance en portent la trace indirecte. Mesures de sommeil, prescription de sédatifs, période d'isolement, rituel d'ancrage. Mais le récit officiel les transforme en étapes normales, comme si l'on pouvait neutraliser l'anomalie en la baptisant. La raison est claire. Reconnaître pleinement l'effet du titan sur l'esprit humain reviendrait à admettre que la machine ne se contente pas d'être conduite, mais qu'elle imprime, qu'elle façonne, qu'elle dévore parfois l'identité de ceux qui l'ancrent. Le prix est aussi matériel, mais l'impérium parle plus volontiers du métal que de l'esprit. Pourtant, même ici, le silence opère. Les pannes catastrophiques lors de l'éveil, les microfractures non détectées, les instabilités de confinement plasma, les corruptions de données qui exigent le remplacement de modules entiers sont rarement détaillées. On consigne les réparations, les remplacements, les purifications. Mais on ne consigne pas toujours la cause première lorsque celle-ci pourrait suggérer une ignorance, une perte de savoir ou une défaillance de rite. La technocratie sacrée protège sa réputation en transformant l'incident en nécessité de restauration et en reléguant la chaîne causale au-delà des accès ordinaires. Les dossiers deviennent alors des surfaces propres, où la continuité est préservée au prix de la compréhension. Il existe un prix politique. Chaque titan représente une concentration de souveraineté technique sur laquelle l'impérium impérial et même Mars ne peuvent exercer qu'un contrôle indirect. Les Legio obéissent aux Mechanicus, mais elles sont aussi des forces dont l'existence crée des équilibres et des rivalités. La naissance d'un titan engage des ressources, des alliances, des droits de production et des serments. Les archives officielles célèbrent l'unité, mais les dossiers internes, lorsqu'ils ne sont pas expurgés, laissent deviner des tensions, contestations de patterns, querelles sur la répartition des pièces rares, accusations de déviation doctrinale, compétition entre forges. Ces éléments, s'ils étaient connus largement, fragiliseraient l'image d'une orthodoxie unanime. Le silence protège l'illusion d'harmonie, et l'illusion d'harmonie protège la capacité de produire. Enfin, il existe un prix métaphysique, le plus difficile à écrire sans s'approcher de l'hérésie. Les titans sont des objets saturés de symboles, et dans le 41e millénaire, les symboles possèdent une efficacité dangereuse. Les rites d'éveil ressemblent parfois à des exorcismes, parce que l'on craint des interférences, des résonances, des réponses qui ne seraient pas seulement mécaniques. Les archives n'énoncent pas clairement de telles craintes. Elles les transforment en prescriptions de pureté, en interdiction d'approche, en règles de silence autour des sanctuaires de liaison. Les incidents réellement troublants, lorsqu'ils surviennent, sont souvent confinés dans des annexes scellées ou attribués à des causes acceptables. Défaut d'entretien, faiblesse du princeps, erreur de rite. Ce cadrage est une défense. Admettre autre chose ouvrirait la question de la porosité entre le colosse et l'immatérium. Et cette question, posée trop explicitement, menace de contaminer toute la doctrine qui maintient les titans dans la sphère du permis. Ainsi, le silence devient une composante du processus de naissance. On fabrique la machine, on lit l'humain, on scelle le code, mais on fabrique aussi un récit qui rend l'ensemble supportable. Les pertes humaines sont absorbées dans des euphémismes. Les pannes sont recouvertes par des formules. Les conflits sont expurgés. Les phénomènes ambigus sont enfermés derrière des sceaux. Le titan naît donc dans une double matrice, celle de l'adamantium et celle de l'archive. Ce qui ne peut être expliqué est transformé en tradition. Ce qui ne peut être accepté est transformé en omission. Le prix consigné par le silence n'empêche pas l'impérium d'avancer. Il en est la condition. Les titans
marche parce que des mondes forgent, produisent, parce que des légios lient, parce que des princeps se consument. Mais ils marchent aussi parce que l'on a décidé de ne pas tout dire, de ne pas tout savoir, de maintenir des portes fermées, même lorsque l'on entend, derrière elles, le bruit discret d'un calcul perdu ou d'une présence mal nommée. Lorsque ce silence est compris, la dernière pièce du tableau apparaît avec une clarté plus sombre. Les titans ne sont pas seulement des armes, mais une nécessité impériale, une dépendance structurante qui révèle ce que l'impérium a choisi d'être. C'est vers cette conclusion lente que mène le fragment suivant, les dieux moteurs, nécessité impériale.